Bonjour à tous, bienvenue dans ce cours de classe de seconde sur la pression. Nous allons voir d'abord la pression sur un objet quelconque. Que signifie cette grandeur? Qu'est-ce que ça représente? Alors, d'abord, on va prendre un exemple relativement simple, les raquettes à neige et les skis. Alors, les raquettes à neige, ça permet d'éviter de s'enfoncer lorsque l'on marche dans la neige, en particulier la neige poudreuse, et les skis, même chose, même si en plus ça permet de glisser. Alors, ce qui est assez curieux, c'est que la personne qui porte ses raquettes ou qui porte ses skis, dans les deux cas, pèse la même masse, donc exerce sur le sol une même force, la force qui est l'attraction terrestre sur la personne, qu'elle donc transmet au sol. Eh bien, quand elle est munie donc des skis et des raquettes, elle s'enfonce moins, voire pas du tout. La seule chose qui change quand on est muni de raquettes par rapport au fait qu'on ait simplement ses chaussures, c'est la surface de contact avec le sol. Même chose pour les skis. La surface est d'ailleurs encore plus grande. Un deuxième exemple maintenant, les clous. Alors là aussi, un exemple qui paraît un peu simplet, mais les clous sont biseautés à leur extrémité, c'est-à-dire que la pointe est très très fine. Évidemment, c'est pour faciliter l'enfoncement du clou, de la punaise, de la graffe et ainsi de suite. On imagine aisément que si ce clou n'était pas biseauté, même si on exerce la même force avec le marteau en tapant sur la tête du clou, eh bien il s'enfoncerait beaucoup moins facilement. Avec tous ces exemples, on comprend bien que non seulement la force qu'on exerce sur le sol ou bien sur le clou est importante, pour s'enfoncer ou ne pas s'enfoncer, mais aussi la surface sur laquelle cette force est transmise, donc au sol ou sur la planche dans le cas du clou. C'est pour cela qu'on a défini une grandeur qui s'appelle la pression. La pression, on la note tout simplement P, et on la définit comme étant le rapport, c'est-à-dire le quotient, entre la force qu'on exerce sur l'objet et la surface sur laquelle cette force s'exerce. Alors la pression, notée P, s'exprime dans le système international en pascal, de symbole PA. La force que l'on qualifie de force pressante, donc qui exerce cette pression, s'exprime comme toujours en newton. Et enfin, la surface sur laquelle la force pressante s'exerce en mètres carrés. Cette modélisation rend bien compte que lorsque la surface sur laquelle on exerce une force F augmente, cette surface étant au dénominateur, lorsque cette surface augmente, eh bien la pression pour une force donnée diminue. Nous allons voir maintenant, un petit peu différente, la pression dans un gaz. Alors pour ça, on va d'abord voir à quoi ressemble un gaz d'un point de vue microscopique à l'aide d'une petite simulation d'une vue agrandie d'un gaz. Donc un gaz, c'est quoi? Ce sont des molécules qui sont très agitées. Alors ici, la vitesse n'est pas du tout respectée, ça va beaucoup plus rapidement dans la réalité, et cette vitesse est liée tout simplement à la température du gaz. Les molécules de gaz sont assez espacées, mais alors on imagine qu'ici qu'elles sont dans une sorte de boîte. Et bien lorsqu'elles frappent les parois de la boîte, eh bien elles sont renvoyées vers l'intérieur. Elles exercent des forces. Alors, si on regarde ça de plus près, on va prendre par exemple un gaz qui se trouve à l'intérieur d'une bouteille, enfermé à l'intérieur d'une bouteille. Alors malgré les apparences, la couleur bleue ne signifie pas qu'il y a, de l'eau liquide, c'est simplement donc du gaz, des molécules de gaz à température ambiante. Alors on va faire un agrandissement d'une petite zone de la bouteille, comme ceci, et on va symboliser par des boules rouges, comme ça, les molécules de gaz. Alors, comme elles s'agitent fortement, il y a un moment où elles viennent taper contre les parois. Quand cette molécule tape contre la paroi, elle exerce une petite force, alors qu'on va noter F, qui est une force pressante microscopique. Évidemment, elle est petite parce que la masse de la molécule est très très petite. Lorsque la molécule a frappé la paroi, évidemment, elle rebondit de manière un petit peu aléatoire. Ce phénomène est valable évidemment pour toutes les autres molécules. Or, elles sont très nombreuses dans la bouteille. Chacune exerce donc une petite force microscopique. Ces petites forces se rajoutent. Alors, elles peuvent être simultanées, elles peuvent être les unes après les autres. Vu le nombre de molécules, ça en représente quand même beaucoup en même temps.
Alors c'est pour ça que quand on fait la somme de toutes ces petites forces là, des molécules qui tapent en même temps sur la paroi, nous obtenons alors une force qui va être la somme de toutes ces petites forces microscopiques qu'on appellera la force résultante. Voilà. Alors ce qui est assez remarquable, et pour des raisons de géométrie, cette force résultante sera toujours perpendiculaire à la surface sur laquelle les petites forces microscopiques s'exerçaient. Alors si ensuite on prend l'ensemble de la bouteille, l'ensemble de ses surfaces, et qu'on refait le même raisonnement, qu'est-ce qu'on va remarquer? Sur chaque paroi, chaque surface va s'exercer une force. Alors l'intensité de la force, la norme de la force va être effectivement liée à la surface sur laquelle elle s'exerce. Parce que plus la surface sur laquelle s'exercent toutes ces petites forces microscopiques est grande, plus le nombre de forces microscopiques va être important. Alors, on voit donc que ces forces exercées sur la surface dépendent de cette surface. Alors, c'est là qu'on définit donc de nouveau la pression pour un gaz. P égale F sur S, la force résultante sur la surface S en newton, S qui est la surface évidemment sur laquelle elle s'exerce en mètres carrés, et P, la pression en pascal. Pour illustrer l'importance de ces forces de pression et de ces pressions dans les gaz, un exemple assez simple, alors que je vous invite à réaliser au-dessus d'un évier de préférence. Donc on prend un verre qu'on remplit d'eau à ras-bord, et on pose dessus une feuille, une simple feuille de papier, sans la coller bien sûr, juste en la posant. On retourne l'ensemble, et on se rend compte que la feuille tient. Elle ne tombe pas, malgré le poids de l'eau qui se trouve juste au-dessus d'elle. Alors comment interpréter ceci? On va faire le bilan des forces qui s'exercent sur la feuille. Alors d'abord le poids de l'eau, puisque l'eau est attirée par la Terre, donc elle a un certain poids. Évidemment, ce poids a tendance à attirer l'eau vers le bas. Cette eau va donc pousser la feuille vers le bas, et pourtant celle-ci ne tombe pas, curieusement. Alors l'explication, elle est relativement simple quand on réfléchit un petit peu. La seule substance qui peut être responsable de ça, c'est l'air qui entoure la feuille. Alors effectivement, c'est lié à la force de pression de l'air atmosphérique sur la feuille. Alors cette force, je l'ai fait, je ne connais pas vraiment sa norme, mais de toute façon, elle est au moins égale au poids, et certainement beaucoup plus importante, et elle pousse la feuille vers le haut. Ça peut paraître surprenant de prime abord, mais si on regarde les choses d'un petit peu plus près par rapport aux explications tout à l'heure sur la bouteille, tout va paraître assez simple. Alors effectivement, les molécules d'air atmosphérique sont agitées, elles sont à l'état gazeux, d'autant plus agitées que la température est élevée. Elles vont donc sur la feuille de papier, sur la surface de la feuille de papier, exercer de petites forces microscopiques liées à leur vitesse, liées à l'intensité du choc. Et toutes ces molécules qui sont en quantité très très nombreuse vont donner une force résultante perpendiculaire à la surface et évidemment vers le haut, dirigée vers le haut. Cette force, c'est donc la force résultante, la force pressante, qui est donc perpendiculaire à la surface. Et cette force, eh bien, elle est liée au nombre de chocs. Or, le nombre de chocs peut être très très important. Donc même si on n'a pas l'impression de subir cette pression atmosphérique, des molécules de l'atmosphère, eh bien en réalité, cette pression est très très importante. La preuve en est par cette petite expérience amusante et assez surprenante. Elle empêche, cette force résultante, elle empêche l'eau, qui est quand même relativement lourde, dans un verre comme ceci, de tomber sur le sol. Nous allons voir maintenant pour terminer la pression dans un liquide. Alors pour ça, on retrouve notre ami Gaspard, le chat scientifique. Alors imaginons Gaspard assis sur le sol et on lui met une bouteille d'eau sur la tête d'une certaine hauteur. Alors évidemment, au niveau de son cou, ça va commencer à peser pas mal. On le met à l'intérieur d'un aquarium, on lui demande de prendre sa respiration et on remplit l'aquarium d'eau de manière à ce que la hauteur totale coïncide avec la hauteur d'eau dans la bouteille.
Ensuite, eh bien, on fait disparaître la bouteille. Alors, il est assez évident que ce que va ressentir Gaspard sur sa tête va être la même chose que lorsqu'il avait la bouteille, puisque c'est pas le plastique de la bouteille qui va changer grand-chose à la masse de la bouteille. Donc, sa tête est plus ou moins écrasée par le volume d'eau qu'il a juste au-dessus de la tête. Le volume d'eau qui se trouve à droite et à gauche, a priori, n'a pas beaucoup d'influence. Alors cet exemple illustre de manière simplifiée une façon d'expliquer la pression dans les liquides, et notamment d'expliquer pourquoi quand on va plus profond dans un liquide, la pression augmente, et notamment on sent sur nos tympans l'action de l'eau qui est de plus en plus importante. Et puis pourquoi, par exemple sur un sous-marin qui va de plus en plus profond, la pression exercée sur la surface du sous-marin est de plus en plus importante. À un tel point d'ailleurs que beaucoup de sous-marins ne peuvent pas aller très très profond. Il faut vraiment des bathyscaphes très très particuliers pour descendre très profond dans les océans, et notamment dans la fosse des Mariannes à 11 km de profondeur au large du Japon. La modélisation est la même que tout à l'heure pour les gaz et pour n'importe quel objet sur lequel s'exerce une force. La pression, c'est toujours P égale F sur S, donc la S étant la surface de l'objet qui est exposé à cette pression, à ces forces pressantes. Pour illustrer cette notion de pression, et surtout pour montrer que la pression c'est une grandeur qui est liée à d'autres dans les phénomènes classiques de la vie courante, on va voir quelques petits exemples. Alors, d'abord, voici un baromètre. Alors, le baromètre, c'est ce qui permet de mesurer la pression. Le bar étant une autre unité de pression qui n'est pas l'unité de pression du système international. On a vu que c'était le pascal. Mais enfin, c'est une unité qui est aussi utilisée parce que d'un point de vue numérique, elle est relativement simple. Alors, ce baromètre-là, on voit que ce baromètre à aiguille, que lorsque l'aiguille se déplace vers la droite, la pression augmente. Alors la première expérience, c'est simplement d'enfermer du gaz à l'intérieur d'une seringue, et on remarque que lorsqu'on appuie sur le piston de la seringue, la pression augmente. Mais en même temps, évidemment, le volume de gaz qui est enfermé diminue. Alors si on fait le bilan, N étant la quantité de matière de gaz, c'est-à-dire liée au nombre de molécules de gaz à l'intérieur, eh bien, lorsqu'on comprime, qu'est-ce qui se passe? Le nombre de molécules reste le même. La température, on va dire que c'est toujours la température ambiante, il n'y a pas de raison qu'il y ait un échauffement ou un refroidissement, elle reste égale. Le volume de gaz, lui, diminue, et bien la pression augmente. L'explication est relativement simple, puisque lorsqu'on diminue le volume, alors qu'on ne change pas le nombre de molécules, le nombre de chocs sur la surface qui diminue est de plus en plus important, donc la pression augmente. Deuxième petite manipulation, alors cette fois-ci on prend un ballon relié hermétiquement à un pressiomètre. Alors le pressiomètre c'est comme le baromètre, bon, ça permet de mesurer les pressions bien sûr, et ce ballon est tout simplement placé, alors il y a la température ambiante et on le place sur un appareil de chauffage, un bec électrique. Donc la température augmente et on remarque que la pression, indiquée ici en hectopascal, augmente elle aussi au fur et à mesure. Donc le nombre de molécules, là aussi puisque c'est hermétique, reste constant à l'intérieur du ballon. La température augmente. Le volume d'air enfermé, lui reste constant puisque c'est le volume du ballon, mais on ne modifie pas. Et la pression, on constate expérimentalement qu'elle augmente. Alors il ne faudrait pas laisser trop longtemps parce que si la pression augmente exagérément, évidemment, ça va finir par risquer de casser la structure du verre et donc faire éclater le verre. On retrouve dans la vie courante cette situation, un pneu par exemple, pneu de vélo en plein soleil, à volume constant, en plus qui est noir donc qui chauffe très vite, sa température peut augmenter dangereusement, la pression aussi, et le pneu éclater, et la chambre à air éclater. Troisième exemple, un comprimé effervescent que l'on va placer dans une petite boîte hermétiquement fermée, donc avec de l'eau. Alors le comprimé effervescent, le principe
c'est lorsqu'il y a réaction chimique avec l'eau, donc c'est de produire du gaz, en l'occurrence du dioxyde de carbone. Voilà, donc on referme, et puis on attend un petit peu. Alors, puisqu'il y a du gaz qui se forme, l'effervescence, eh bien le nombre de molécules de gaz à l'intérieur augmente. Voilà. Alors, on va voir un petit ralenti quand même pour voir ce qui se passe, donc lors de l'explosion. Alors, la température, elle, est restée constante. Le volume de gaz à l'intérieur, lui, est resté constant aussi. Et la pression, bien sûr, elle a augmenté, ce qui explique au bout d'un moment que l'ensemble explose. Enfin, pour terminer, donc de l'air à enfermer dans 2 ballons. Un ballon en verre et puis un ballon de baudruche souple, extensible. Alors, on chauffe l'ensemble, toujours à l'aide du bec électrique, et puis on voit ce qui se passe. Alors, la quantité de matière, le nombre de molécules de gaz enfermées à l'intérieur reste constant, puisque le tout est hermétiquement fermé. La température, elle, du gaz à l'intérieur, elle augmente. Son volume, évidemment, il augmente, puisqu'on voit que le ballon souple se gonfle. Et la pression, elle, curieusement, on pourrait penser qu'elle augmente, et en fait pas du tout. Elle reste constante. Alors ça peut paraître surprenant effectivement, mais il faut bien penser qu'en se gonflant, le ballon de baudruche, le ballon extensible, augmente sa surface de contact avec l'air atmosphérique extérieur. Et donc même si la température augmente, donc le gaz qui est à l'intérieur tape plus fort sur les parois, et bien comme cette paroi est extensible et augmente, et bien la pression, le quotient entre la force résultante pressante et la surface reste constante. Voilà, nous avons terminé pour cette présentation de la pression sur un objet, à l'intérieur d'un liquide et dans un gaz. Merci.